Bonjour à tous, je voulais continuer la vidéo que j'avais commencé sur l'escalade pour parler des grimpeurs confirmés. Donc les grimpeurs confirmés, ce qu'il faut savoir c'est qu'on considère qu'ils sont confirmés à partir du 6A, voilà. Du 6A en moulinette ou en tête. Voilà, mais un grimpeur confirmé, on va vraiment considérer qu'il est confirmé lorsqu'il grimpe en tête. Donc en tête, c'est lorsqu'il accroche la corde à chaque dégaine jusqu'au relais, au fur et à mesure et progressivement. Voilà, donc le palier du 6A, en fait, il est très important puisque c'est un autre niveau et puisqu'il marque vraiment une évolution dans le style de grimpe du grimpeur. Donc généralement, le sportif qui arrive à passer du 6A, c'est un sportif qui a déjà quelques bases de proprioception, qui a un très bon équilibre et qui est capable de modeler en fait ses mouvements en fonction de la structure et qui va s'adapter à la structure. Il n'attend plus que la structure s'adapte à elle, comme le font les débutants. Voilà, les débutants, ils ont tendance à se dire que la structure, en fait, elle est faite pour eux, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. La structure, elle est faite un peu pour eux, mais elle est surtout faite pour les mettre en difficulté. Et le grimpeur qui est confirmé, il a compris cette difficulté et il compose avec. Voilà. C'est ce qui caractérise vraiment le grimpeur 6A. On le voit par la pose de pied, par l'équilibre, comme j'ai dit, par des prises de main qui sont plus éloignées. Donc on va pas avoir des prises de main vraiment à hauteur d'épaule, mais plus des prises de main sur le haut, sur le bas, sur le côté latéral, voilà. Une utilisation des surfaces qui va être variée avec l'utilisation des arêtes, donc les bords des murs, et aussi beaucoup d'adhérence. Voilà. Donc ensuite, la question qui se pose pour un grimpeur confirmé, c'est j'ai atteint le palier 6A, j'aimerais passer au-dessus. Voilà. À mon sens, il est inutile en fait de travailler des voies, toujours les mêmes, dans l'objectif simple de les passer en haut, en tête et au relais. Pourquoi ? C'est parce qu'en faisant ça, on va s'enfermer dans une seule technique, une seule voie, une seule grimpe, et on va s'acharner à une tâche. Et en fait, c'est contre-productif pour l'apprentissage général. C'est-à-dire qu'on va apprendre forcément ce qu'il faut pour un type de voie, la voie qu'on veut faire. On va travailler, on va progresser dans cette voie, mais on va pas forcément être capable après de transposer les acquis et les performances sur d'autres structures de 6A, donc de la même cotation. Donc c'est relativement dommage puisque ça voudrait dire que réussir une 6A pour un grimpeur confirmé, c'est pas quelque chose de courant. Or, en fait, un grimpeur confirmé, il doit passer du 6A et beaucoup de 6A. Il doit pouvoir être capable de s'adapter à beaucoup de 6A sans les connaître et en les grimpant comme ça, sans travail, sans avoir travaillé avant sur cette voie. Donc le mieux, c'est de varier les types de voies dans le niveau qui est atteint, donc du 6A, de passer au 6A+, donc le plus, ça marque une cotation à un niveau supplémentaire. Voilà, donc c'est pas du 6B, donc on passe pas sur la cotation du dessus, mais quand même, il y a une petite difficulté en plus dans une voie 6A qui fait que du coup on met un plus. Voilà. Donc pour progresser, il faut vraiment taper déjà sur le niveau général en variant les structures de ce niveau-là. Et il faut aussi essayer de passer un peu au-dessus, alors peut-être pas directement dans du 6B, mais vraiment dans du 6A+, essayer de voir comment ça se passe, essayer de trouver aussi les difficultés qui font que la voie est plus dure et qu'elle est notée 6A+, et pas 6A. Essayer de comprendre pourquoi elle a été évaluée plus durement, qu'est-ce qui a apporté en fait les ouvreurs à côté comme ça. Voilà. Donc ce qui va faire progresser ensuite un grimpeur confirmé. Pardon, mes oiseaux sont assez pénibles. Donc c'est cette pose de pied qui doit vraiment axer sur la rotation de cheville. Voilà. Généralement l'équilibre en 6A il est trouvé, à peu près, il commence vraiment à être défini. Ce qui va manquer, c'est encore cette pose de pied qui la plupart du temps va être un peu aléatoire et justement il faudrait qu'elle devienne plus précise et qu'elle soit plus axée sur la rotation de cheville, puisque une rotation de cheville ça entraîne automatiquement une rotation de la jambe et donc un meilleur placement et un bassin qui est plus proche du mur et donc un meilleur équilibre. Voilà, le centre de gravité étant mieux équilibré. Les exercices qu'on peut faire pour ça, ils sont variés. Donc déjà, moi je conseille le bloc parce que le bloc c'est vraiment quelque chose qui fait travailler la pose de pied pour les vrais blocs, donc ceux où on part assis par terre avec des pas bien précis. Sinon des traversées, mais des traversées avec des consignes précises, voilà, avec des retournements obligatoires,
avec une interdiction de croiser les jambes par exemple, ou justement la possibilité de les croiser, voilà, des exercices vraiment qui soient ciblés. On peut demander au grimpeur aussi de faire attention, quand il va grimper dans sa voie Sissa, à utiliser la rotation de cheville. En fait, quand on arrive au grimpe confirmée, on va plus vraiment donner des exercices, on peut en donner quelques-uns, mais c'est surtout des conseils sur lesquels on va axer pour que le grimpeur il focalise vraiment dessus donc lors de son évolution et qu'il y pense. Voilà. Ensuite, pour la grimpe en tête, du coup, ce qui va poser problème aux confirmés, généralement, c'est le rendement énergétique, la gestion de l'énergie, de l'effort. Donc, pour pas se cramer directement, en fait, il faut que les grimpeurs ils analysent la voie avant de partir. Donc, ça se fait déjà dans le niveau inférieur, mais pour du Sissa, c'est vraiment plus important. Donc, avant de partir, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la voie, on regarde les prises qui sont définies, on regarde quelles prises on va utiliser parmi celles qui sont définies, comment on va les utiliser, comment on va se placer dans la voie. C'est de l'anticipation pure et dure. On essaye vraiment de se situer sur une surface, sur un mur, en choisissant les déplacements qui nous paraissent être les meilleurs, en tout cas potentiellement. Voilà. Donc déjà ça c'est important. On analyse aussi avant de partir les prises de main qui sont situées proches des dégaines, prise de main, prise de pied, vraiment. On essaye de d'anticiper la stabilité qu'on va avoir à l'approche d'une dégaine. Pourquoi? Parce qu'en escalade, quand on grimpe en tête, on va jamais clipper une dégaine si on n'est pas sûr de soi. On essaye au maximum d'être bien équilibré, d'être confiant, d'être serein pour pouvoir clipper la dégaine. Pourquoi? Parce que si on sent qu'on manque d'équilibre, on a 9 chances sur 10 de tomber. Et si on tombe avant de cliquer la dégaine, avant de la clipper, on a tout le mou qui va pas être avalé, donc on a vraiment une chute qui est importante. Voilà, parce que généralement on a un peu plus de mou pour clipper la dégaine, donc la chute là elle est presque inévitable. Donc on essaye vraiment de s'assurer des appuis, de s'assurer des bonnes prises de main avant de clipper une dégaine ou même la suivante, etc. Enfin tout au long de la voie. Donc ça c'est important. Troisième chose qui est importante, donc ça c'était plus l'aspect sécurité et technique, sur le rendement énergétique comme je disais, la plupart des grimpeurs quand ils débutent en escalade ou même qui sont confirmés et que l'escalade en tête c'est pas quelque chose de courant pour eux, ils ont tendance à se crisper énormément sur les prises. Donc la consigne de détendre les bras qui est valable pour les débutants, elle est aussi valable pour les confirmés, notamment à l'approche des dégaines. Quand on approche une dégaine, on se détend sur le bras porteur, on se fléchit bien sur ses appuis ou en tout cas on essaie de garder la stabilité et on trouve un équilibre pour pouvoir clipper. Si on est crispé sur la prise alors qu'on est en train de clipper, c'est très mauvais parce que du coup on est en train d'utiliser toute l'énergie qu'il y a dans le biceps au lieu d'être décontracté. Donc voilà, donc ça c'est valable tout au long de la grimpe bien sûr, mais surtout pour la pose de dégaine c'est très important. Et puis on essaye également avant de partir de trouver ce qu'on appelle des points de repos. Alors en fait les voies, elles sont toujours tracées de façon à ce qu'il y ait un point ou deux de repos dans la voie. Ça veut dire que c'est un passage qui est moins qui est moins compliqué et qui est moins difficile que les autres, et dans lequel on va pouvoir, en s'équilibrant bien, lâcher une main ou lâcher l'autre main, enfin voilà, se reposer en fait. C'est une position qui normalement ne demande pas de demande énergétique. C'est un stade où le seul principe en fait ça va être de garder son équilibre et on appelle ça un point de repos. Donc l'important avant de partir dans une voie c'est de bien situer les points de repos pour savoir à quel moment enchaîner dans la voie, à quel moment enchaîner les mouvements, à quel moment se reposer, à quel moment récupérer, à quel moment clipper. Donc voilà, tout ça c'est une gestion de grimpe qui est très importante à faire quand on travaille du Sissa. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore d'autre sur les confirmés? Ensuite, pour tout ce qui est plus filière énergétique, pour progresser en endurance, tout ça, ce qui est bien quand on arrive dans le Sissa, c'est d'être capable de faire de la conti, donc c'est-à-dire répéter la même voie en moulinette jusqu'à plus pouvoir monter. Donc voilà, par exemple, mettons pour un grimpeur Sissa, prendre une voie qui est en dessous de son niveau, donc une 5A ou même une 5B, allons-y, et la grimper en moulinette 3 fois, 4 fois d'affilée, jusqu'à ne plus pouvoir en fait faire un seul mouvement, être complètement cramé. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va faire travailler l'endurance, qui va vraiment taper dans le lactique, qui va péter les bras, mais qui va aussi permettre aux grimpeurs d'exploiter ces filières énergétiques, donc c'est relativement important. Voilà. Autre chose sur
sur ces filières énergétiques, on peut travailler en force. Et donc pour ça, je pense que le bloc, c'est vraiment ce qui est le plus indiqué. Donc le bloc, en fait, c'est un petit mur d'escalade avec des gros tapis en bas. Donc voilà, il n'y a pas de corde, c'est pas très très haut. Et l'idée, c'est de faire des circuits, c'est d'enchaîner des circuits, des parcours, c'est un pan d'entraînement. Et, et donc voilà, c'est très bien pour travailler tout ce qui est force, tout ce qui est puissance. Voilà, parce que ça nécessite en fait des mouvements qui sont relativement brefs, relativement courts et un effort intensif dans une période de temps qui est donnée et qui est courte. Donc en gros, pour comparer sommairement, grimper en voie, donc sur les grands murs, ce serait comparable un peu à de l'endurance, et faire du bloc, ce serait comparable à un sprint. Voilà. Donc c'est très important de varier la grimpe au niveau CISA et même au-dessus pour acquérir déjà d'autres techniques, pour les maîtriser encore mieux et puis surtout pour exploiter les filières énergétiques les plus importantes. Voilà, donc en fait le travail en bloc c'est ce qui va faire que dans une CISA, dans un toit par exemple, CISA en toit, un dévers, le grimpeur il va avoir plus de facilité à trouver la force, à trouver les bons mouvements, les bons placements, à être capable de se positionner dans le dévers sans se cramer et à s'équilibrer dans le dévers. Voilà. Pour petit truc sur le dévers, je rappelle que du coup dans un dévers le centre de gravité il est super important parce qu'en fait voilà, la gravité c'est ce qu'elle est quoi. Et du coup sur une surface qui est plate on va pas avoir ce phénomène-là qui tire vraiment vers le bas. Si on est bien équilibré, le phénomène il sera moins présent, tandis que dans un toit, il y aura vraiment des phénomènes de ballon, il y aura l'importance de l'équilibre, elle est primordiale et il faut vraiment savoir gérer ce genre de choses, d'où l'importance du bloc, puisque le bloc, voilà, c'est pas une surface plate en fait, j'ai oublié de préciser, mais le bloc la plupart du temps, il y a des petits dévers, il y a vraiment des surfaces qui sont plus ou moins arrondies, des petits toits, enfin des choses qui permettent de s'entraîner physiquement parlant au niveau de la condition, de la force pure et dure. Voilà. Donc je dirais en fait que quand on arrive au niveau CISA, le plus important c'est de ne pas se limiter dans sa grimpe, que ce soit sur les surfaces en voie, ne pas rester sur toujours les mêmes CISA, toujours les mêmes les mêmes travaux, pardon, et surtout de passer aussi donc au bloc et aux traversées et aux petits exercices spécifiques. Voilà, il ne faut pas s'enfermer en fait dans un seul domaine comme certains grimpeurs ont tendance à le faire, parce que ça c'est contre-productif et puis surtout on apprend moins vite. Voilà. Ensuite, quand on a bien travaillé tout ça, mettons pendant 6 mois sur des voies en CISA, avec du bloc, tout ça, déjà il y a des tendances qui vont se dessiner. Au niveau de la force, ça va être que du bonus, plus plus. Au niveau de la technique, ça va être plus plus aussi. Et au niveau de l'équilibre, ça va être plus plus aussi. Ce qui va manquer peut-être encore, des fois, c'est le mental. Le mental, c'est quelque chose qui coince généralement et qu'il faut vraiment travailler parce qu'on peut, avec des bases techniques, des bases physiques, et de l'endurance, on peut passer 6A, 6B, 6C assez facilement, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va bloquer la plupart des grimpeurs dans ces paliers, en fait, c'est le mental. On a un peu l'impression, et c'est une impression fausse, mais que quand on augmente les cotations, en fait, le risque de se faire mal est plus grand. Or, c'est faux, le risque de chuter, il est plus grand, mais le risque de se faire mal, c'est toujours le même. Voilà, c'est pas parce qu'il nous manque des prises, c'est pas parce qu'un passage est plus difficile qu'on va se faire plus mal. On va se faire mal pareil, simplement on augmente effectivement les risques de tomber. Et en augmentant les risques de tomber, en tirant bien par les cheveux, on peut augmenter potentiellement le risque d'éventuellement se faire mal et tirer un peu sur le baudrier, sur les jambes. Bon, voilà, de pas trop apprécier la chute, c'est normal. Donc ce qui va freiner la plupart des grimpeurs pour progresser, c'est ça, c'est cette appréhension en fait de la chute. Et donc cette appréhension-là, elle se travaille avec des écoles de vol, avec vraiment des exercices typiques, comme pour les débutants, de pendule, et en pratiquant. Voilà. Plus on va pratiquer, plus on va chuter, plus on aura d'aisance en fait dans les niveaux supérieurs après, puisqu'on n'aura pas cette peur. C'est une forme d'habitude. Plus on a l'habitude de chuter, moins on en a peur. Voilà. Donc ce mental, il se travaille comme ça, forcément. Il peut aussi se travailler sur des voies en moulinette avec les yeux bandés. C'est quelque chose qu'on peut toujours faire, qui est plus adapté aux débutants, mais en fait à tout niveau c'est bénéfique. Voilà. Ensuite, je voudrais parler du niveau supérieur encore. Donc quand on a atteint 6A, 6B, 6C, généralement ce qui va bloquer c'est dans le niveau 6C.
Donc là, on parle de confirmés, mais de confirmés plus, c'est-à-dire ceux qui vont avoir vraiment du potentiel en escalade et qui vont être capables d'atteindre le 7A ou le 7B, qui est au passage le niveau du monitorat. Donc ce qui va bloquer en fait pour passer ces paliers-là, généralement, c'est même plus vraiment le mental, même si ça représente encore une grosse partie, c'est le mental, mais c'est surtout la condition physique. La technique, la condition physique, en fait, on retrouve tous les facteurs qu'on avait réussi à combattre dans les niveaux inférieurs, on les retrouve en 6C parce que c'est encore une nouvelle étape et c'est encore un autre palier à passer qui est celui du 7A. Et le palier suivant, donc celui du 7A, il est très difficile à passer et c'est vraiment une deuxième fracture, en fait, pour un grimpeur qui réussit à évoluer jusque-là, c'est une deuxième fracture dans sa grimpe, c'est-à-dire qu'on a une évolution en fait en escalade qui est telle que ça fait 5C, c'est un peu difficile, 6A c'est dur mais on s'y habitue, ensuite 6C c'est un peu difficile mais on s'y habitue, et le 7A, bon bah voilà, là c'est le dernier palier, enfin c'est pas le dernier mais c'est un des derniers paliers le plus courant pour les bons grimpeurs. Et donc voilà, c'est important de travailler du coup dans les 6C. Alors les 6C, pour les travailler, c'est important pareil de varier les différents types de 6C, de varier les différents types de voies et de ne pas s'enfermer juste dans un travail 6C. Voilà, il y a beaucoup de grimpeurs qui disent oui, mon niveau par exemple, bah, c'est du 6C donc je veux grimper que des 6C. C'est contre-productif aussi parce que le corps il a besoin d'être d'être réconforté dans l'idée qu'il sache faire, donc dans l'idée qu'il soit pas totalement incapable. Et donc si on travaille que des 6C, inévitablement à un moment donné ou à un autre, en fait, on va se sentir en infériorité par rapport aux autres, ou alors on va se sentir juste pas au top, pas au meilleur, on va être fatigué, c'est inévitable, et donc on va se remettre en question, on va commencer à douter, et donc ça, il faut pas. Donc comme il faut pas, on essaye de varier, on grimpe du 6B, on grimpe du 6A, on essaye de faire des paliers, des séances qui sont à cette image. Par exemple, si je suis un grimpeur, si je suis grimpeuse de niveau 6C, eh ben, je vais commencer mon échauffement par du 6A, je vais monter progressivement sur une autre 6A pour me faire plaisir par exemple, et ensuite je vais travailler peut-être une 6B que je vais trouver plus ou moins facile, et à la fin je vais passer sur mon niveau, donc le 6C, et je vais essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Pour progresser en 6C, quand on a atteint donc le développement que je viens de dire, quand on a fait ça progressivement, le mieux c'est d'essayer de travailler des départs de voie de 7A, c'est-à-dire le niveau au-dessus, le niveau qu'on espère atteindre par la suite. Pourquoi ? Parce que ça permet de se rendre compte en fait que le 7A c'est pas si monstrueux que ça, c'est pas si difficile, et que ce qui est difficile dans le 7A c'est l'enchaînement. Ce sont pas forcément les pas qui sont difficiles, les pas mis bout à bout en fait un à un, c'est ça qui va fatiguer, c'est ça qui va rendre le niveau beaucoup plus complexe, mais en vérité la technique elle est pas si différente que de la technique qu'on a acquis au niveau 6C. Donc montrer à un grimpeur qui grimpe du 6C qu'il est capable de réussir des départs de voie à 7A, mettons jusqu'à la première ou la deuxième dégaine, c'est déjà un point positif puisque ça va le mettre en confiance, et du coup il aura une motivation qui va être plus importante à bien travailler ses 6C, à vraiment travailler ses filières énergétiques, et au niveau mental, la plus grosse partie du boulot en fait elle sera déjà faite. Voilà. En travaillant du 7A, le mental il est là, on se dit bon bah je suis capable d'aller au-dessus, voilà, j'ai déjà un petit peu touché au niveau au-dessus, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Maintenant, bah, j'ai plus qu'à enchaîner. Quand je dis enchaîner, c'est travailler dans la durée pour arriver au sommet de la voie et pas être cramé avant. Voilà, donc la partie mentale, elle est très présente sur le 6C, 7A. Donc il y a quelques moyens de l'appréhender comme je viens d'expliquer. Mais ce qui va être présent, donc il y a la peur de chuter toujours qui est souvent présente. Et il y a aussi, comment dire, cette confiance en soi qu'on est censé acquérir tout au cours de l'escalade, et qui parfois, quand on arrive au 6C, au 7A, et ben, la confiance elle va un peu flancher. Pourquoi ? Parce que en fait on a perdu l'habitude d'un débutant, tout simplement. C'est tout bête. On a perdu l'habitude du débutant qui se dit waouh, c'est trop dur, je peux pas, j'y arriverai pas, mais qui doit passer au-dessus et se prouver qu'il y arrive. Quand on est dans du 6C, on a perdu cette mentalité-là de se dire c'est dur mais je vais y arriver, je dois passer au-dessus, puisque ça nous est plus habituel. On a acquis un niveau qui est correct, on a acquis un niveau qui nous démarque parfois, qui nous distingue, qui nous satisfait, et parfois on n'a plus cette recherche-là, cette quête d'aller au-dessus et de se dire oui j'ai peur mais finalement bah, l'escalade c'est ça, j'ai peur, je suis pas sûre d'y arriver, je suis en difficulté mais je suis capable de le faire.
Donc ça, c'est ce qui va vraiment manquer en 6C CETA sur la partie mentale. C'est cette idée même du oui, je suis en difficulté, oui, ça me rappelle des mauvais souvenirs de quand j'ai débuté, c'est pas très plaisant comme sentiment, c'est pas très agréable. N'empêche que si j'arrive à le dominer, eh ben, je suis capable de passer au-dessus, de me lancer dans des mouvements dont je suis pas certaine de réussir, et voilà. Le 6C, le CETA, c'est un véritable engagement, en fait. Bien plus que les autres paliers, c'est un engagement, puisque l'idée même d'y arriver, elle doit être présente, mais elle n'est pas suffisante généralement pour se lancer. On retrouve des grimpeurs en 6C qui sont très bien équilibrés, qui sont dans un très bon mouvement, et qui tremblent, et qui ont plus de force, et qui n'arrivent pas, dans ces derniers moments-là d'épuisement, justement ces derniers instants, qu'ils n'arrivent pas à se lancer. Or, en fait, c'est exactement à ce moment-là, quand on commence à trembler, qu'il faut se lancer. Pourquoi ? Parce que quand on tremble, ça veut dire qu'on est plein de lactique, ça veut dire qu'on n'a plus de force, ça veut dire qu'on va lâcher dans les demi-secondes qui vont suivre. Et donc si on n'arrive pas à se lâcher directement, si on n'arrive pas en fait à se lancer dans le mouvement suivant ou au moins essayer, on n'a pas le goût de l'effort, on n'a pas le goût de la tentative, on marque aucun essai, on tente rien, et du coup on redescend au bas de la voie comme ça, puis on n'est pas très bien, on regrette, on se dit mince, j'aurais dû essayer tout ça. Et donc voilà, ça fait naître des doutes, des questions, une remise en question qui est importante. Mais en même temps, c'est une étape qui est nécessaire pour pouvoir ensuite progresser et arriver encore plus haut. Donc voilà, ce qu'il faut dire à un grimpeur si c'est quand il est en train de trembler tout ça, c'est vas-y, essaye, tente. Il faut que le grimpeur il ait cette démarche au fond de lui de se dire de toute façon, je tremble, en gros c'est foutu, j'ai plus rien à perdre, donc j'y vais. Et par expérience, c'est dans ces moments-là, sur du 6C ou sur du CETA plutôt, que j'ai réussi moi à passer des passages alors que je savais d'entrée de jeu que j'avais vraiment pas beaucoup de chance d'y arriver, mais il y a un phénomène qui est là, on se dit de toute façon j'ai plus rien à perdre, on ferme les yeux, on se concentre 3 demi-secondes et on lance le bras ou on lance la jambe, peu importe, et on y va. Et là, il peut y avoir un phénomène de surprise, et d'ailleurs c'est un phénomène qui est parfois nocif, quand on se retrouve avec dans les mains la prise qu'on voulait et qu'on n'était pas certain d'obtenir, d'avoir, d'atteindre. Voilà, donc ce phénomène de surprise, généralement, si on n'est pas habitué, il peut être contre-productif, donc c'est encore quelque chose qui va beaucoup gêner dans le niveau 6C, puisqu'on a réussi le mouvement, on est content de soi, et finalement on est encore crevé, on est encore cramé, on a juste réussi un mouvement de plus, et là l'importance de se rééquilibrer et d'enchaîner parfois, mais de se rééquilibrer surtout, elle est phénoménale, elle est primordiale, et ce phénomène de surprise, en fait, il va ronger le cerveau pendant quelques secondes, et du coup, ces quelques secondes-là, en fait, et pendant ce temps-là, on perd toute l'énergie qu'on aurait pu avoir pour se rééquilibrer et pour se sentir mieux et plus confiant pour la suite de la voie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux phénomènes qu'on retrouve beaucoup sur du 6C, sur du CETA. C'est un palier qui doit être passé au niveau mental. Voilà, c'est vraiment du travail mental et c'est très 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 important. Voilà. Ensuite, sur le plan plus technique, plus physique, on dit souvent, oui, bon, en gros, le grimpeur 6C, il tremble, voilà, il y a de l'engagement, mais s'il n'a pas envie de trembler, bon, il a qu'à s'entraîner un peu plus, il résistera mieux. C'est pas totalement faux, bien sûr que c'est vrai. Simplement, c'est pas, c'est pas une science véritable. C'est pas parce qu'on s'entraîne plus, c'est pas parce qu'on est plus musclé qu'il n'y a pas un moment donné dans une voie 6C ou 7A qu'on va pas trembler. Voilà, on tremblera forcément à un moment donné ou à un autre, il y aura forcément un endroit qui sera plus difficile, plus compliqué à négocier, et donc ce phénomène d'engagement, il est très 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 important. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a atteint le palier 7A, donc le palier 7A en fait il s'atteint très facilement par petits morceau par petit morceau, avec du temps et surtout avec cet engagement qui doit être vraiment décuplé au maximum. Quand je parle d'engagement, en fait, je sais pas, peut-être que pour certains grimpeurs, il faut trouver une sensation parce que ça leur parle pas trop. Moi, ce qui me parle quand je parle d'engagement, c'est un nageur qui plonge. Il plonge, voilà, il plonge dans l'eau, il s'engage, il se décide, tout simplement. Il se décide à faire quelque chose, donc il plonge avec toute sa volonté, avec toute sa force, avec puissance. Et c'est vraiment ce qui doit se retrouver en escalade dans le moment où on hésite, c'est un engagement, c'est-à-dire j'y vais, je plonge, j'ai rien à perdre, donc en gros je me lance. Voilà. Et donc ça, si on le travaille bien, le CETA, il est quasiment acquis. Il est quasiment acquis, puisque si on a eu le 6C avant, c'est que la technique on l'a, c'est qu'on a les placements, l'équilibre, on a tout ce qui est vraiment
les bases on les a et plutôt 2 fois qu'une. Donc ce qui manque c'est la force mentale, l'engagement et parfois certaines filières énergétiques. Voilà. Donc je pense que j'ai un peu fait le tour, juste quelques précisions sur le niveau 7A. Le niveau 7A c'est un niveau qui est assez traître en fait, parce que les ouvreurs, ils ont tendance en fait, ou alors c'est parce que nous on le remarque plus parce que c'est plus dur, mais ils ont tendance à sous-coter ou à surcoter les CETA. Il y a des débats autour des CETA et même au-dessus, les niveaux au-dessus. Plus on monte en niveau, plus il y a des débats sur les cotations de voix. Donc il est possible de réussir une voix CETA un jour et de rater une autre voix CETA le lendemain ou les jours qui viennent. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est parce que déjà aucune voix ne se ressemble, donc voilà, chaque voix est différente, chaque personne est différente, chacun a sa propre morphologie, sa propre façon d'appréhender les choses, donc c'est normal qu'on soit plus adapté sur certains types de voix que d'autres, mais avec le temps il y a des profils qui se dessinent, et par expérience, sur des voix de placement par exemple, on va prendre 2 CETA de voix de placement. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de gros dévers, ce que j'appelle voie de placement, c'est vraiment du plat, hein, avec tout ce qui est travail d'équilibre, tout ce qui est vraiment très fin, et du coup, si on prend 2 voies qui sont cotées toutes les 2 CETA et qu'on les réalise à 2 périodes différentes, sans être trop espacées non plus, et on va se rendre compte qu'il y aura peut-être une des 2 voies qu'on va trouver plus difficile, il y aura peut-être même une des 2 voies qu'on va pas réussir et pour laquelle on va devoir travailler. Donc une fois que le niveau 7A il est acquis, c'est comme tous les niveaux, mais c'est pas vraiment une fin en soi, et c'est encore plus traître au 7A, puisque le 7A il est dans la recherche de difficulté, et cette recherche de difficulté, elle va passer un peu par tous les moyens et par tous les stades. Le 7A, c'est quelque chose qui est très inventif. C'est un niveau qui est inventif, où on peut retrouver des placements un peu étranges, où parfois on se retrouve les deux bras écartés, on a un seul pied, il y a des changements de pied à faire, des rééquilibres qu'on doit trouver, une réorganisation qu'on doit vraiment mettre en place dans la voie. Et donc le 7A, parce qu'il est inventif, parce qu'il est créatif et parce que c'est le début d'une nouvelle aventure et vraiment d'un autre niveau, le début de la performance et de la haute performance, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va être difficile à appréhender et à comprendre. Voilà. C'est vraiment cette idée-là, c'est qu'il faut comprendre le setup pour vraiment arriver à grimper dedans. Il faut comprendre déjà et se remettre en question, donc c'est quelque chose qui est très compliqué quand on est bon grimpeur. Quand on grimpe du CETA, on sait quand on grimpe du CETA qu'on est bon grimpeur, puisque CETA pour les femmes c'est le niveau du brevet d'État, 7B pour les hommes c'est le niveau du brevet d'État. Donc quand on est dans du 7, déjà on a une bonne estime de soi, on a une bonne grimpe, et ce qui est compliqué quand on arrive à ce niveau-là, c'est d'encaisser les échecs. De se dire, j'ai raté quelque chose que je sais faire, puisque potentiellement je sais le faire, au niveau de la cotation je sais le faire, c'est quelque chose que je suis capable de faire, et ça c'est très difficile de l'accepter pour un bon grimpeur, de se dire pourquoi j'ai pas réussi. Et donc en gros, ce pourquoi j'ai pas réussi, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que le grimpeur il débatte ou il réfléchisse, puisque c'est ce qui va lui permettre de réussir la fois prochaine, et surtout de relativiser, se dire moi j'ai commis des erreurs, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Après la voie elle est faite comme ça, donc moi c'est peut-être pas mon type de grimpe, alors du coup l'idée c'est peut-être plus de travailler ce type de grimpe là, ce type de voie là, ce type de pas là, ou alors tout simplement, l'ouvreur il a été un peu difficile là dans cette voie, il a vraiment mis le niveau un peu trop haut, il a écrit que c'était du 7A, moi je dirais que c'est plutôt du 7A+, voire du 7B, moi je trouve que c'est un peu difficile, bon, et du coup quand on a dit ça, on se dit, c'est pas grave, ça veut dire que j'ai travaillé à fond sur une voie que je pensais être de mon niveau, mais qui en fait était d'un niveau supérieur. Ça veut aussi dire que le jour que je vais arriver dans une 7B, j'aurai peut-être moins d'appréhension, j'aurai au moins des sensations de déjà-vu, quelque chose que je connais et qui m'effrayera un petit peu moins. Donc voilà. Ensuite, donc je vais pas parler un peu plus du 7B, du 7C, tout ça. Vous vous en doutez, je pense. Le 7C, c'est pareil, c'est un autre palier. Et derrière, il y a le 8A. Et là, le 8A, 8A, c'est du bon niveau, c'est les championnats de France, etc. C'est vraiment tout ce qui est bonne grimpe. Et donc, niveau compète, vraiment bon niveau. Voilà. Donc, pourquoi il y a des paliers comme ça ? Ça, c'est une question que je me pose. J'ai pas forcément la réponse, donc je peux pas la donner. Je
Je pense que de toute façon, en fait, c'est les bases de l'escalade qui font ça, c'est le fondement même de l'escalade et l'histoire de l'escalade, c'est qu'à la base, l'escalade, elle a été inventée pour gravir des sommets. Elle a été inventée pour partir dans les montagnes, pour franchir des alpages, pour faire de l'alpinisme, tout ça. Elle a été vraiment inventée dans cette optique-là. Et du coup, l'escalade en salle, c'était vraiment une surface de travail. C'était un endroit où on s'entraînait l'hiver quand il faisait froid dehors. Et du coup, la nécessité d'avoir des paliers, elle était très importante, je pense. Comme à la montagne, on a des paliers, en fait, quand on arrive à certains degrés d'altitude. Et ben en escalade, c'est pareil. Si vous êtes sur du 6A, c'est un premier palier. Si vous êtes sur du 7A, pardon, c'est un deuxième palier. Et quand vous êtes dans du 8A, alors là, c'est l'excellence carrément. Et donc, c'est un très très bon palier. Et cette idée-là, en fait, de segmenter un peu l'escalade dans sa pratique, ça permettait de donner aux grimpeurs des repères. Et ces repères-là, ils étaient très, très importants, puisque ces grimpeurs, du coup, ils préparaient des expéditions, même encore aujourd'hui. Hein. Et du coup, ça les situait vraiment dans la grimpe, et ça les préparait quand ils allaient partir sur quelque chose de très difficile, sur une surface naturelle ou en extérieur, ou même surtout pour les compétitions, tout ça. Vraiment, ça les situait dans un niveau avec précision, et c'était cette recherche de précision qui était très très importante. Voilà, donc la nécessité de faire des paliers, ça donne vraiment un repère. On retrouve un peu ça dans tous les sports, mais on parle pas vraiment de paliers, on parle plutôt de stade de stagnation, des niveaux où on n'arrive pas trop à aller au-dessus. Quand on a atteint son niveau max, on a un peu des difficultés à aller au-dessus, donc en escalade, bah, c'est pareil. Hein. Le corps humain, il a des limites, il a des niveaux, mais l'escalade aussi, elle a des limites, elle a des niveaux, elle est très 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 bien définie, et du coup, il faut être capable de s'adapter par rapport à ces niveaux-là, par rapport à ce qui est demandé. Et donc, plus on comprend comment sont ouvertes les voies, comment elles sont construites, pourquoi elles sont réglementées comme ça, pourquoi elles sont, comment dire, archivées, j'ai envie de dire, numérotées dans cet ordre-là, plus on comprend ça, meilleur on sera. Voilà, les sensations, elles seront meilleures, puisqu'on arrivera à, comment dire, à cibler quel type d'effort il faut faire sur quel type de voie. Et donc ça, c'est une autre démarche qui se fait pas dans l'escalade sur le moment même, qui se fait pas forcément dans la séance même, qui se fait après, quand on rentre chez soi, quand on parle d'escalade avec des copains, avec des copines, quand on va boire un coup après les séances de grimpe par exemple. Et ben ça, c'est des discussions qu'il faut avoir, puisqu'elles permettent de comprendre l'escalade, d'en parler, de comprendre l'escalade, de la maîtriser, et du coup de connaître le sujet général. Ça permet de pas arriver en fait... je sais pas comment expliquer, ça permet de pas s'entraîner vaguement sans trop savoir pourquoi, ça permet d'être très précis et d'être très ciblé. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop évasive, que j'ai pas fait vraiment trop de général pour parler de ça. J'aurai sûrement d'autres trucs à ajouter dans quelques temps quand je reverrai cette vidéo. Voilà, je suis désolée pour mes oiseaux qui parlent beaucoup, ils piaillent, hein, ils adorent ça. Je sais pas ce qu'ils se disent, ils discutent. Donc voilà, je suis désolée, ça fait du bruit. Et bah du coup, bonne journée et puis à bientôt.